Pas fait d'affiche parce que les Gabonais me connaissent, je vais auprès d'eux. Et puis, franchement, je vais vous dire, nous menons une campagne avec nos propres ressources. L'autre mène les campagnes avec les ressources de l'État. L'autre est financé et préfinancé par des entreprises. Et lorsqu'une campagne électorale de celui qui est au pouvoir est financée par des entreprises, ça veut dire que demain, quand la facture va arriver, le pays va se retrouver en difficulté. Donc là, il met le pays en difficulté en faisant financer sa campagne par un certain nombre d'entrepreneurs que nous connaissons. Pourquoi le choix de la campagne de proximité? Parce que le Gabonais vit dans la proximité, il faut le voir là où il est. Si on veut diriger le pays, il faut savoir où vit le Gabonais, comment vit le Gabonais. Et que les grands meetings, on les a pratiqués. Vous arrivez, vous parlez, vous partez. Le meeting de proximité permet de discuter avec les populations, d'expliquer le projet, d'expliquer l'enjeu, et les gens comprennent mieux. Et puis maintenant, vous nous aidez à relayer notre message. Voilà, c'est ça la campagne électorale. C'est un choix assumé. Moi, j'ai une question. Je suis une femme, et nous, notre préoccupation, c'est surtout la cherté de la vie. Dans le programme que vous venez de présenter, l'un des points de votre programme, vous n'avez pas parlé de la cherté de la vie. Vous avez parlé de 150 000 francs qu'on donnera aux chômeurs et aux personnes vulnérables. Mais est-ce qu'avec 150 000 francs, quelqu'un peut s'en sortir dans ce pays? Madame, avec rien déjà. Là, je parle de ceux qui n'ont absolument rien et qui sont extrêmement nombreux. Il faut bien que l'État s'en occupe. On ne peut pas mettre en opposition le fait de soutenir ceux qui n'ont rien et le fait de lutter contre la vie chère. J'ai indiqué qu'il faudra revoir un certain nombre de taxes et impôts qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est cela, lutter contre la vie chère. Lorsque vous voulez acheter aujourd'hui votre électricité, comme on dit vos tickets et d'âne, vous avez dessus un certain nombre d'impôts et taxes qui pèsent sur votre pouvoir d'achat. La question de la TVA, je l'ai indiqué, il faudra revoir la TVA à la baisse. Elle est de 18% parfois, voire 19%. Pour des produits qu'on importe, on veut protéger quoi? Et donc, il faut discuter et regarder toutes ces questions-là. La question de la vie chère est une réalité. On m'a tellement reproché d'avoir dit un certain nombre de choses, mais c'est une réalité. Et donc, sur ces réalités-là, il y a des actions fortes à mener. Mais le projet que je présente aujourd'hui est un point précis de mon programme. Je dis c'est un point phare pour tenir compte de ceux qui n'ont rien. Maintenant, ceux qui ont déjà des revenus, ils sont également intégrés au programme pour faire en sorte que le Gabonais arrive à s'en sortir. Dans le projet que je propose, il y a par exemple la question d'une loi sur l'agriculture. Pour financer l'agriculture, ce que nous consommons est importé. Il faut qu'on arrive à produire localement. Il y a des lois pour assouplir l'importation pour précisément lutter contre la vie chère. Mais je n'ai pas voulu ce matin évoquer l'ensemble de mon projet de société. J'aurai l'occasion, dans les émissions qui seront proposées, de pouvoir en parler. Et j'ai indiqué que ce ne sera pas la dernière conférence de presse. Si on fait une conférence de presse pour parler de l'ensemble du projet de société, ça nous prendra des heures et des heures. J'ai voulu évoquer un point précis pour l'expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais et leur dire, moi j'entends les plaintes, j'entends quand vous me parlez, j'entends ce que vous me dites dans le creux de l'oreille, et je l'entends depuis maintenant 18 mois que je vais dans les quartiers, je l'entends et je l'ai formalisé dans le projet. Nous allons accompagner ceux qui n'ont rien et qui demain vont avoir des revenus et qui vont participer à l'économie. C'est ça aussi. Celui qui a des revenus devient un consommateur et de ce point de vue, il participe au dynamisme de l'économie et de l'économie locale. Parce que avec le pouvoir déchu, par exemple, moi j'achetais mon paquet de sucre à 750. Avec le nouveau pouvoir, on prend le paquet de sucre à 1000 francs. En espérant que, après cette élection, le paquet de sucre ne monte pas. Je ne suis pas candidat pour défendre le bilan des précédents régimes. Et dans cette élection, ceux qui ont dirigé le pays sont du côté de celui qui fait la transition. Je suis seul de mon côté. Tout le reste est de son côté. Ceux qui ont été ministres des routes sont de son côté. Ceux qui ont été ministres des TP sont de son côté. Ministres de l'économie, ils sont là-bas. Et donc ça augmente parce que précisément, on ne sait pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Je vous dis encore, la question de la vie chère est une question fondamentale qui ne peut pas se régler par décret uniquement, qui doit se régler en transformant l'économie. Et mon projet, quand je parlais de libéraliser l'économie, c'est faire en sorte qu'on produise davantage. Et lorsqu'on produit davantage et qu'il y a davantage sur le marché de ce dont on a besoin, les prix vont baisser. La question du sucre. On maintient un certain nombre de dispositions
pour interdire l'importation du sucre, parce qu'il faut protéger un producteur local. Mais ce producteur local, qui est-il? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un producteur gabonais? Et donc pourquoi est-ce qu'on fait souffrir les Gabonais pour protéger un investisseur? Parce que les gens ont des participations et ils ont là-dedans un certain nombre d'intérêts. Et c'est le peuple qui en souffre. Nous mettrons un terme à toutes ces choses-là. Voilà. Lui n'avait pas encore posé de question. Je suis Désiré qui donne la rédaction des Gabon Audio. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi que je revienne sur la réforme des institutions. Peut-être vous n'avez pas utilisé ce terme lors de votre précédente conférence, mais vous avez quand même dit que vous allez supprimer le Sénat, le Conseil économique et social. Mais l'un de vos adversaires disait récemment que que le Sénat n'a aucun problème, qu'il ne pose aucun problème parce qu'il y a tellement de choses qui ont été financées récemment. Alors, moi, je voudrais juste savoir quel est votre commentaire. Je crois que nous ne parlons pas la même chose. Et en fait, il n'a jamais siégé au Parlement. Il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement. Il n'a jamais défendu une loi au Parlement. Il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il peut dire que ça ne pose aucun problème. Il ne sait pas les problèmes que ça pose. On m'a dit, oui, mais on a fait telle chose parce que le Sénat est toujours là. La cité de la démocratie, aujourd'hui, ce n'est pas le budget de l'État. C'est un emprunt. Et donc, c'est de la dette. Et de la dette pour un investissement de prestige. Lorsqu'on construit la cité de la démocratie, qui va vivre là-bas? Est-ce que ce sont les populations de Sotega que j'ai visitées? Est-ce que ce sont les populations de Sosiga à côté qui vont habiter là-bas? Qui va habiter là-bas après qu'il aura convoqué son fameux... il aura obtenu le fameux sommet pour lequel on dépense 400 milliards. Qui va y vivre? Les dignitaires du régime, comme c'était le cas par le passé. On a oublié que ce sont maintenant les ministres qui habitaient la démocratie, les présidents des institutions. Est-ce que c'est le peuple qui va vivre là-bas? Les tours qu'on est en train de construire, est-ce que c'est le peuple qui va habiter là-bas? Le peuple, il a les pieds dans l'eau. Le peuple, il souffre des inondations. Pendant ce temps, on met en place un investissement qui ne va rien rapporter au pays. Au contraire, il faudra des charges d'entretien, etc. Donc c'est un mauvais choix d'investissement. Il dit que le Sénat ne gêne pas parce qu'en réalité, il préserve ses soutiens politiques. Il a fait alliance avec le président actuel du Sénat, donc il a du mal à lui dire qu'on va supprimer le Sénat. Mais moi, je ne suis pas dans ces questions émotionnelles. Je suis sur la question de la gestion de l'État. J'ai été ministre. Quand vous avez à défendre un projet de loi, vous devez aller à l'Assemblée nationale, défendre le projet de loi. Vous devez attendre que l'Assemblée nationale l'ait examiné pour l'envoyer ensuite au Sénat. Ça prend du temps. Vous devez repartir au Sénat, défendre le même projet de loi. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et le Sénat qui aura examiné, il faut qu'ils aient adopté un thème identique. Et généralement, parce qu'on a changé une virgule, on a enlevé un point virgule, ce n'est pas un thème identique, vous devez refaire le tour, on met en place une commission mixte paritaire pendant que les Gabonais attendent votre loi pour que leur vie s'améliore. Ce circuit qui est très long ne sert à rien. D'autant plus que dans la question de l'adoption des lois, c'est le vote de l'Assemblée nationale qui est prioritaire, qui compte en définitive. Donc à quoi bon ce Sénat? On m'a dit qu'il s'occupe des collectivités locales. Bon, d'abord, avant 1996, il y avait les collectivités locales sans le Sénat. Et depuis que le Sénat est en place, je ne vois pas ce que ça a apporté aux collectivités locales. Et donc ça ne sert à rien, je le confirme. Dans la réforme des institutions, nous supprimerons le Sénat. Il ne sert à rien. Le Conseil économique et social également, il ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à faire fonctionner au Gabon une chambre de commerce et d'industrie? Pour quelle raison? Mais parce qu'il manque de Gabonais dans ce domaine-là. Et que lorsqu'on réunit la chambre de commerce, ce sont souvent des Gabonais de papier. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas des Gabonais, donc ça ne les intéresse pas. Ils ont d'autres circuits dans lesquels ils se retrouvent. Et donc notre chambre de commerce, elle est moribonde depuis des années et des années. Et ça veut dire qu'il faut redynamiser cela en faisant en sorte que les Gabonais aient une part importante de l'économie. Et dans mon projet, lorsque j'annonce la réforme du secteur minier et du secteur de la forêt, c'est pour confier des permis miniers et des permis forestiers aux nationaux. Il n'y a plus de nationaux dans cette histoire de forêt. La forêt aujourd'hui, il n'y a plus de Gabonais, millionnaires ou milliardaires dans la forêt. On n'en rencontre plus, c'est leur forêt. Et donc oui, il y a tout ça qu'on doit voir, mais aujourd'hui, j'ai souhaité m'appesantir sur un point que nous irons défendre sur le terrain, partout, auprès des populations, pour dire on a entendu votre cri de douleur,
On a entendu votre voix, on a entendu ce que vous avez nous dit, et là, on apporte une solution concrète pour améliorer votre quotidien. Voilà. Deux dernières questions. Ah, la dame n'a pas encore parlé. Rosie Ondor, École du Nord. Monsieur le Président, si vous êtes élu lors du scrutin du 12 avril prochain, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour améliorer l'économie de notre pays, notamment l'emploi et la création de la richesse? Je vous remercie. Merci madame. Les 12 mesures prioritaires sont déjà visibles, disponibles sur mon site de campagne, mais je peux rapidement vous les rappeler. Je viens d'en proposer quelques-unes. J'ai dit que la première mesure, ce sera une réforme budgétaire et économique en appelant autour de la table les bailleurs du Gabon pour restituer la dette et aménager des marges de manœuvre. La deuxième mesure que nous allons prendre dans ce domaine-là, c'est pour libéraliser totalement l'économie. Moi, je vous dis, cette histoire de nous raconter que on a acheté, l'État maintenant a racheté telle entreprise dans le domaine du pétrole. Si vous voyez un pétrolier qui vend, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt. Si vous voyez que le pétrolier vend, c'est que la production, les coûts de production deviennent trop élevés. Et donc, quand ils vendent ça à l'État, c'est en réalité parce que ça ne rapporte plus grand-chose. Et que l'État récupère des champs marginaux qui sont durs à exploiter, difficiles à exploiter, sans perspective véritable, on se plante. On en est où avec Assala aujourd'hui? On en est où? Donc, toutes ces questions-là, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut revoir la question de l'économie. Nous ne sommes pas dans les régimes communistes où l'État doit contrôler l'économie. Nous sommes, moi, je veux que ça soit une économie libérale, qui fasse en sorte que l'entreprise privée soit dynamique et que les Gabonais prennent le contrôle de leur économie par ce dynamisme-là, qui libère leur génie. C'est la deuxième mesure. La troisième mesure, qui n'est pas économique, qui est une mesure forte, politique, j'ai dit que nous mettons en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est un élément important. Et dans cette commission-là, nous allons faire en sorte que les questions économiques, notamment la dette, soient évaluées. Pourquoi est-on endetté à ce niveau? Qu'a-t-on fait de cet argent? Qui en est responsable? Les Gabonais doivent savoir, dans le cadre de cette commission, qui traitera des crises post-électorales, bien entendu, et d'autres sujets. Mais le sujet économique sera également là. Sur ce sujet de la libération d'économie, j'ai indiqué également une mesure forte. Ce sera l'ordonnance que nous prendrons et qui fera en sorte que tous les marchés qui ont été conclus sous le CTRI, sans appel d'offres, seront revus. Certains seront annulés. Nous allons arrêter le projet fou de Libreville 2, dont personne ne connaît le chiffrage. Qui va payer Libreville 2? Pourquoi faire? Nous avons Libreville 1 aujourd'hui. Les taudis se situent à 500 mètres de la présidence. Les taudis. À 500 mètres du palais de la présidence, on a des taudis. Libreville, Intramuros, c'est la bande comprise entre le bord de mer et la voie express. Mais c'est là que nous avons tous les quartiers difficiles de Libreville. Il faut donc la question de la rénovation urbaine, parce que les populations vivent là. Il faut la question de la rénovation urbaine. Ça va créer de l'emploi, ça va dynamiser l'économie et ça va faire repartir notre machine. Libreville 2, nous demandons à voir. Hier, on parlait de la République des maquettes, elle est de retour. Bien, on prend une dernière question. Oui. Vous disiez, M. Minimizé, que vous êtes le candidat de la rupture. Une fois élu, si évidemment par bonheur pour vous, vous étiez le prochain président du Gabon, qu'adviendra-t-il de tous ces belligistes justement dont on parle, qui sont déjà installés dans les directions générales d'entreprises étatiques et de la haute administration? Je n'ai jamais fait de chasse aux sorcières. Lorsque je suis arrivé dans les administrations qu'il m'a été donné de diriger, j'ai travaillé avec les Gabonais que j'ai trouvés qui avaient ces compétences-là. Je n'ai amené que mon cabinet. Et j'ai rarement changé quelqu'un parce qu'il était de tel ou tel autre bord. Il faut faire la distinction entre l'animation politique et la gestion de l'État. Nous avons des Gabonais aujourd'hui qui sont compétents, qui sont militants du PDG. On ne va pas les jeter à la rue parce qu'ils sont militants du PDG. En revanche, s'ils ne font pas leur travail, on va les remplacer. Et donc le sujet, il est là. Je ferai la distinction entre la question politique et la question administrative. Et chacun devra s'allier. Mais je vous garantis, ne vous en faites pas. Si je suis élu demain, ils seront plus au PDG. Ils sauront s'adapter. Ne vous en faites pas.
est-ce que cela veut dire, monsieur Bizet, parce que ça ne fait pas de différence entre vous, finalement, et votre adversaire principal, qui lui également est accompagné de PDGistes. Vous en aurez, comme vous le dites, puisque vous choisirez les plus compétents. Qu'est-ce qui fera la différence? Comment vous saurez? Là, il faudra attendre 1 an après votre élection pour savoir qui est le bon PDGiste. Non, mais attendez. La première chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai pris le pouvoir par un coup d'État en disant qu'il faut chasser le PDG. Ne me faites pas porter ce que je n'ai pas dit. C'est lui qui a dit qu'on ne travaille plus avec le PDG et qui aujourd'hui se retrouve piégé parce qu'il ne pouvait pas aller à une élection sans machine. Il a essayé aussi, mais ça n'a pas marché. Il a essayé la plateforme, je ne sais pas comment on appelle ça, ça n'a pas marché. Il a appelé les uns les autres et il se rend très bien compte que s'il veut pouvoir espérer gagner, il faut aller chercher ceux qui habituellement font ces choses-là un peu de manière peu orthodoxe. Mais enfin, c'est là. Et donc, c'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai demandé à ce que le PDG se réforme. Il n'a pas voulu, je suis donc parti. Si demain, je suis élu, c'est que les Gabonais auront voté pour moi. Je ne dis pas que je n'ai pas de soutien parmi mes anciens camarades, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, celui qui a le soutien officiel, institutionnel du PDG, en tout cas d'une partie du PDG, et qui va en campagne avec, c'est bien lui. Mais c'est lui qui avait promis qu'il ne ferait pas avec le PDG. Et qui a dans son gouvernement des membres du comité permanent du PDG et qui a confié sa direction de campagne nationale à un membre du comité permanent du PDG. Voilà les paradoxes qu'il faut pouvoir pointer auprès de ce monsieur. Pour ce qui me concerne, je dis que d'un point de vue administratif, un Gabonais est un Gabonais. Mais s'il fait la politique au travail, là on aurait un problème. Voilà. Mais un Gabonais est un Gabonais, il travaille pour son pays, mais s'il fait du militantisme au travail, là il y aura un problème. Voilà. Vraiment, dernière question économique. Vous ne cessez de dénoncer l'endettement du Gabon à chaque sortie. À quoi doit s'attendre le futur président de la République, une fois élu? Peut-être, je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce que vous pensez que ça va être facile de financer votre projet de société une fois élu? Monsieur le Président, avant d'y répondre, pour aller dans le même ordre d'idée de la question de Ferdinand, on sait les PDGistes habitués à certaines pratiques et dans l'une des plus courantes, le cunabilisme. Est-ce que ça veut dire que vous, élus, vous allez continuer à être avec ces soutiens qui sont dans le culte de la personnalité? Est-ce que ce sont des pratiques que vous encouragez? Mais il vient de me dire qu'il n'a pas vu mes affiches et donc ça veut dire que je ne veux pas le culte de la personnalité. Je n'aurais pas besoin en tant que président d'avoir ma photo dans les bureaux des uns et des autres. J'aurais pas besoin de ça. Comme a dit avec justesse le nouveau président du Sénégal, ayez dans vos bureaux les photos de vos familles, vos enfants, etc. Laissez ma photo tranquille. Donc j'aurais pas besoin de ça. Le culte de la personnalité doit cesser. Mais le cunabilisme existe parce que nous avons en place un pouvoir qui perpétue le clientélisme. On ne nomme que ses amis, ses copains, coquins et consanguins. Et c'est ça. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui continuer à faire grève pour dénoncer la fraude à l'ENA, la fraude à l'ENA, c'est quoi? C'est que les listes sont arrivées de personnes qui devaient forcément être admises avant d'avoir passé le concours. Il faudra mettre un terme à tout cela. Et moi, dans le projet, il y a la question de la transparence de la vie publique. Il y aura une loi sur la modernisation de la vie publique, la transparence de la vie publique. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, on doit faire le secret sur ce qui doit être public. Et donc que ces éléments-là soient connus, soient transparents, et puis tout ira mieux. La question, on n'a pas répondu. C'était quoi votre question? La dette? La question de la dette, pourquoi je parle de la dette? Pour se développer, un pays doit s'endetter. Mais nous avons nous-mêmes fixé des critères de convergence dans notre sous-région, CEMAC, qui font qu'il y a des niveaux qui sont autorisés pour l'endettement. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'a-t-on fait de notre dette? C'est la question que je pose. Qu'a-t-on fait de notre dette? Quand on nous dit qu'on a 70%, 75% de taux d'endettement, qu'a-t-on fait de cette dette-là quand on voit la situation du pays? Et donc, il faut avoir le courage de regarder cela en face. Parce que derrière cette dette, il y a beaucoup de corruption. Derrière cette dette, il y a la surfacturation. Derrière cette dette, il y a le paiement de projets jamais réalisés. Et donc, il faut examiner tout cela à froid. Et j'ai indiqué récemment que je supprimerai la fameuse taxe sur la dette qui est un nid de mafieux. Voilà, c'est un nid de mafieux qui est là et qui choisit à qui on paye, à qui on ne paye pas et qui contraint les entreprises à aller voir quelqu'un au noir pour donner une partie. Comme ça, on signe qu'effectivement l'État va te payer. C'est de la mafia, il faudra mettre un terme à ça.
Oui, madame. Une dernière question, Yvette Derigo, que vous connaissez très bien. Je pense que c'est un très bon projet, effectivement, économiquement, socialement particulièrement. Mais la question qui me taraude toujours, c'est pourquoi est-ce que nous persistons avec le système du régime présidentiel, où il faut à chaque fois que l'on compte sur une personne de nous apporter tout ce que nous avons besoin sur Terre, sachant même que Jésus-Christ, il n'a pas, comment dire, pu nous apporter tout ce qu'il a, comment dire, comment je pourrais dire, produit, voilà. Lorsque il y a eu le référendum sur la Constitution, nous sommes allés en campagne avec la plateforme Ensemble pour le Gabon contre ce régime extrêmement présidentialiste. Nous avons estimé qu'on ne peut pas concentrer en les mains d'un seul homme autant de pouvoir et on ne peut pas maintenir les populations dans un assistanat où on attend un don du président. Et d'ailleurs, votre question me permet de faire une observation. Il nous a dit qu'il avait renoncé à son salaire de président. Il a dit publiquement. Maintenant qu'il a fait sa mise en disponibilité, ça veut dire qu'il n'a plus de salaire. De quoi est-ce qu'il vit là? Il paye ses factures comment? Il vit de quoi? Et les dons du président qui se font là, c'est écrit dans quelle loi de finances? Dons du président. C'est pour cela que je suis d'accord avec vous, pour dire que nous avons d'un côté dans notre conception des institutions. Le président préside, le gouvernement gouverne, et on descend auprès des collectivités locales et du citoyen. Chacun doit jouer son rôle. Il ne revient pas au président de se mêler de tout régenter, de tout distribuer. Ce n'est pas le rôle du président. Le président fixe la politique de la nation et il préside les institutions qu'il doit présider, notamment la présidence, qui n'est plus une institution, c'est le président. Et ensuite, maintenant, l'impulsion est donnée pour que